Merci de me donner la parole. Je vous souhaite à tous le bonjour. Je remercie l'INRS de son invitation à cette journée technique consacrée à la robotique collaborative. Donc, pour ma part, je vais donc vous présenter le guide de la DGT qui est publié sur le site du ministère du Travail. Donc, ce guide a été élaboré durant toute l'année 2016 dans un contexte de mutation technologique marqué par l'émergence de nouvelles situations de travail dites collaboratives, avec l'utilisation d'un genre nouveau de robot, différent du robot industriel conventionnel, qui est conçu pour fonctionner à grande vitesse et avec beaucoup de force, et qui interdit toute entrée dans la zone de danger du robot ou incursion dans la zone de danger du robot. Donc, ce robot collaboratif, il modifie l'interface homme-machine et fait évoluer également les schémas de prévention habituels, puisqu'il est conçu pour que l'opérateur puisse se trouver à proximité de lui et travailler en interaction avec lui. Le contexte normatif en 2016 était aussi en évolution puisque la norme 10218 d'août 2011 allait entrer en révision. Cette norme, en fait, a demandé de la part des différents acteurs, préventeurs et industriels, un travail d'analyse approfondie. Certaines notions posaient des problèmes d'interprétation, par exemple les notions de direct cooperation, direct interaction. Également, la notion même de collaborative demandait à être clarifiée. Se posait également en 2016 la question de la place du document technique 15066 qui fixe des spécifications complémentaires à la norme et surtout dans son annexe 1 qui prévoit des valeurs limites de pression ou de force calculées en fonction de seuils de sensibilité à la douleur. Donc l'annexe 1 prévoit un schéma corporel qui identifie les différentes parties du corps. Donc maintenant, je vais vous parler des objectifs du guide. Donc ces objectifs sont pluriels. Il s'agit donc de clarifier les contours de la notion d'ACR, de préciser le cadre juridique applicable aux ACR, d'étudier les spécifications normatives, en particulier donc les éléments de prévention proposés par les normes, d'émettre des recommandations de prévention concernant le processus d'intégration, et de formuler des pistes de réflexion pour faciliter l'analyse préalable à la décision d'implantation d'un CR en entreprise. CR, vous voulez nous rappeler ce que c'est exactement? Application collaborative robotisée. Pardon. Donc, les différentes questions soulevées lors de notre réflexion portaient à la fois sur des questions juridiques. Est-ce que la réglementation permet le contact de l'opérateur avec le robot en mouvement? Des questions portées sur la clarification donc de la notion même de travail collaboratif et de la place de la coexistence au sein de cette notion. Bien sûr, se poser également des questions relatives à l'évaluation, à la maîtrise des risques liés au contact, à l'applicabilité et l'acceptabilité des valeurs limites d'effort donc issues du TC 15066. De même, il s'agissait d'identifier les risques psychosociaux liés à ces nouvelles situations de travail dites collaboratives. Donc, sur la clarification juridique, la question qui se pose donc est de savoir si l'existence d'un contact potentiel avec les éléments mobiles de la machine est envisageable pour la directive machine, pour la réglementation. Donc, ce point de clarification répondait à une attente très forte des fabricants dans un contexte d'enjeux industriels et dans un contexte de développement des ACR en 2016. Le guide cible l'ESS 137 de l'annexe 1, donc de la directive machine, qui dispose que les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou lorsque les risques subsistent,
être muni de dispositifs de protection. Donc, selon cette exigence, il est clair que le contact n'est pas interdit entre l'homme et la machine. Ce qui est interdit, c'est le contact dangereux, donc susceptible de causer des dommages physiques à l'opérateur lorsqu'il est en situation de travail. Donc, cette exigence permet bien de traiter le risque mécanique par suppression ou réduction des risques liés au contact. Alors, le guide clarifie aussi la notion d'ACR. Donc, la notion d'application collaborative robotisée, ACR, a été créée par le groupe de travail. En fait, la norme employait un autre terme, elle employait le terme d'opération collaborative. Donc, on voit bien que l'application est une terminologie plus large, a un sens plus large, et qu'elle peut englober la notion de coexistence, qui est à la limite donc, du travail collaboratif, puisque dans ce cas, l'opérateur et la machine partagent un même espace de travail, mais sont occupés à des tâches complètement indépendantes. Donc, il n'y a pas d'interaction entre l'opérateur et la machine. Alors, par contre, à l'opposé, le champ d'application est plus restreint et il vise vraiment les situations d'interaction entre le robot et l'opérateur, que la collaboration soit directe, donc travail sur une même pièce en action simultanée, ou indirecte, donc collaboration indirecte, qui consiste à travailler sur une même pièce en action alternée. Le guide présente les éléments de sécurité donc, prévus par la norme ISO 10218, partie 1 et 2. Donc, ces éléments de sécurité ou fonctionnalités peuvent être implémentés, doivent être implémentés, soit par le moyen de cartes électroniques ou de modules directement proposés par le fabricant lors de la mise sur le marché du robot. Elles s'utilisent toujours en combinaison et pour les situations de travail en interaction, c'est bien sûr l'élément de sécurité numéro 4 qui prévoit la limitation de puissance et de force par conception, donc par réduction de capacité du robot ou par commande, et qui est la plus importante. Et cette fonctionnalité doit souvent, pour être efficace, être associée à la fonctionnalité qui permet de limiter la vitesse de fonctionnement du robot. Donc, le guide traite des responsabilités juridiques des opérateurs. Donc, il identifie 3 opérateurs. Donc, tout d'abord, le fabricant du robot, donc celui qui met sur le marché le robot qui sera utilisé dans le système robotisé. Donc, le fabricant de ce robot est responsable de la mise sur le marché d'une machine ou d'une quasi-machine, selon les cas, lorsque, effectivement, le robot n'a pas d'application définie, il est mis sur le marché en tant que quasi-machine. Donc, le fabricant doit élaborer une déclaration d'incorporation et une notice d'assemblage. Ensuite, donc, dans la chaîne des compétences vient l'intégrateur qui est lui-même fabricant. Il est responsable de la conception du système robotisé. Il ne doit en aucun cas détériorer la sécurité du robot, affecter la sécurité du robot. Il doit respecter les limitations d'usage prévues par le fabricant dans la notice d'instruction. Et c'est lui qui assume toutes les obligations relatives à la mise sur le marché du système robotisé. Enfin, l'employeur qui utilise donc la cellule robotisée, qui utilise l'ACR, lui est responsable de la conformité de l'ACR lorsqu'il la met en service et lorsqu'il la met à disposition des travailleurs qui vont l'utiliser dans le cadre du travail. Il est aussi responsable du maintien en conformité donc de l'ACR dans le temps
Il est responsable, bien entendu, de l'information, de la formation des salariés, de la mise en place des procédures de prévention, des mesures organisationnelles et de la mise en œuvre de la maintenance, des procédures de maintenance telles que les tests, des fonctions de sécurité et des réglages. Dans certains cas, l'utilisateur pourra prendre la casquette de fabricant s'il décide de concevoir lui-même pour son propre compte une cellule robotisée neuve. Donc, c'est le cahier des charges qui va permettre de savoir si c'est l'intégrateur ou l'utilisateur qui prend la responsabilité de la mise sur le marché de la cellule robotisée, selon que l'utilisateur, l'employeur, laisse plus ou moins de latitude dans la conception de la cellule robotisée à l'intégrateur. De manière générale, c'est l'intégrateur qui prend en charge la conception du système robotisé. L'employeur peut aussi devenir modificateur de l'ACR lorsqu'il décide de changer son application. Donc, dans ce cas, il a bien sûr la responsabilité de l'évaluation des risques et donc de refaire l'évaluation des risques, et il doit également réaliser des opérations d'intégration. Donc, de manière générale, l'employeur peut aussi faire appel à des prestataires de services et des organismes d'inspection pour vérifier la conformité de l'ACR tout au long de son utilisation. Alors, le guide insiste beaucoup sur la démarche de prévention et l'importance de l'évaluation des risques qui se trouve au centre de cette démarche. Elle est absolument nécessaire à toutes les étapes du projet d'implantation dans l'entreprise. Elle requiert un dialogue permanent et un échange d'informations entre les différents acteurs. Donc, des informations qui vont du fabricant du robot vers l'intégrateur, donc sur les caractéristiques techniques du robot, sur la caractérisation des fonctions de sécurité, quelles sont les fonctionnalités qui ont été intégrées dans le robot de base ou qui sont intégrables, quels sont leurs niveaux de performance, quels sont les moyens mis à disposition de l'intégrateur pour configurer les seuils de limitation, la force, le couple, la puissance mécanique, les plages d'axes et d'espace, etc. Donc, des informations utiles qui vont du donneur d'ouvrage de l'entreprise vers l'intégrateur. Ce sont des informations absolument essentielles pour que l'intégrateur puisse réaliser son évaluation des risques. Elle porte sur l'environnement du poste du travail, sur les équipements utilisés dans l'entreprise, sur les voies de circulation dans l'entreprise, sur la description des séquences de travail, des tâches à effectuer pour l'opérateur et pour la machine, pour le robot, etc. Et enfin, des informations entre l'intégrateur et l'employeur. Donc, l'intégrateur a l'obligation de fournir tous les documents techniques utiles qui décrivent l'espace collaboratif et son fonctionnement, l'utilisation des commandes, la situation de contact identifiée dans le mode opératoire, les parties du corps, etc. Enfin, le travailleur, par retour d'expérience, pourra donner des informations utiles dans une démarche d'amélioration du poste et notamment d'amélioration de l'ergonomie du poste. Donc, l'évaluation des risques, comme je vous le disais, est vraiment centrale dans la démarche de prévention et elle est très importante, bien sûr, pendant l'opération d'intégration, donc pendant la conception de la cellule robotisée. Donc, elle met en relation tous les événements, chocs, pincements, écrasements qui peuvent avoir lieu entre le corps humain, en identifiant bien sûr les parties du corps sensibles à éviter absolument, et les éléments mobiles du robot, qu'il s'agisse du bras, du bout de bras, de l'outil que va utiliser le robot, de la pièce qu'il peut tenir,
de la forme de la pièce, si elle est coupante, pointue, si le robot manipule des pièces chaudes, etc. Et encore, donc, du risque de contact entre le corps humain, les éléments mobiles du robot et des obstacles fixes qui sont présents au niveau du poste de travail. Donc les murs, les colonnes, les portes, etc. L'évaluation des risques est aussi indispensable et elle commence pour l'utilisateur et elle commence dès la phase d'étude du projet industriel. Donc la question qui se pose au départ, c'est est-ce qu'il est pertinent d'utiliser un robot dans un contexte collaboratif? Donc pour répondre à cette question, l'évaluation des risques va permettre de définir les besoins industriels, les objectifs d'amélioration de process, la qualité, la flexibilité, le gain de temps, l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la productivité, etc. Et l'évaluation donc doit analyser les besoins de prévention par l'expertise des tâches à la fois attribuées au robot et à l'opérateur. Donc, à ce stade, un recensement des risques est nécessaire pour savoir si une application robotique collaborative pourra être utilisée et répondre à l'ensemble des besoins industriels et des besoins de prévention. Donc, l'évaluation pendant la conception de la cellule robotisée, elle permet d'une part de définir les combinaisons de fonctionnalités utiles, donc les 4 combinaisons dont j'ai parlé précédemment. Elle va permettre d'effectuer les paramétrages comme de spécifier les limites de vitesse, les positions de bras du robot, les trajectoires des bras du robot, les distances de séparation, les limitations de puissance et de force. Et elle permet de définir également les mesures de prévention complémentaires aux fonctionnalités. Donc, par exemple, intégrer toutes les protections utiles dans la cellule robotisée, comme un dispositif de détection de présence, un capteur d'effort ou des protecteurs interdisant en partie l'accès au poste de travail, à la zone de travail. Enfin, l'évaluation des risques permet de définir les instructions d'utilisation et les restrictions d'usage. Lors de l'utilisation, de la première utilisation du robot et de sa mise en service dans l'entreprise, l'évaluation des risques permet de dialoguer directement avec l'opérateur et de réaliser des actions correctives de manière à optimiser le process et surtout améliorer l'ergonomie du poste en fonction des informations recueillies auprès de l'opérateur. Donc, il s'agit à ce stade d'ajuster les réglages, l'orientation, la hauteur de l'outil, la hauteur du siège de l'opérateur, etc. Donc, son positionnement par rapport au bras du robot, par exemple. Il est possible aussi de personnaliser les trajectoires du robot, d'améliorer la signalétique et sans doute beaucoup d'autres choses. Donc, le guide tient aussi à distinguer, comme je vous le disais au début de cette intervention, la situation de coexistence par rapport aux situations d'interaction. Pourquoi? Parce que dans la situation de coexistence, l'homme et le robot partagent un espace, mais ne sont pas en interaction. Donc, le risque potentiel de contact involontaire est beaucoup plus fort
puisque l'opérateur peut, de manière involontaire, donc entrer dans la zone d'évolution du robot. Et dans ce cas, la possibilité d'évitement avec le robot est plus faible. Donc, dans les cas de situation collaborative par coexistence, en coexistence, l'utilisation de dispositifs de protection classiques peut s'avérer nécessaire, comme la mise en place de protecteurs, la mise en place d'une détection de présence et d'arrêt du robot, qui est d'ailleurs prévue par la fonctionnalité 1 de la norme. De même, lorsque l'opérateur et le robot travaillent côte à côte sur des tâches indépendantes, il est important que la prédictibilité des mouvements soit bien étudiée pour que l'opérateur qui travaille à côté d'un robot, puisse prévoir comment ce robot se meut dans l'espace. Les valeurs limites d'effort issues de la spécification technique 1506. Donc, le guide n'en parle pas spécifiquement, mais il dit qu'elles peuvent être utiles à titre indicatif. Par contre, elles ne doivent pas être considérées comme des seuils d'acceptabilité applicables à toutes les situations de travail en collaboration, tout simplement parce qu'elles ne prévoient pas, elles ne précisent pas la fréquence de contact et le temps d'exposition. En fait, l'étude allemande qui prévoit ces valeurs ne précise pas la fréquence du contact et de temps d'exposition des contacts. Donc, en conclusion, on peut dire que le guide DGT donne des recommandations en faveur de la prévention. Donc, ce n'est pas un document réglementaire. Il a permis d'apporter, par contre, de la compréhension et du consensus au niveau national sur un sujet technique stratégique pour les entreprises. Il a été élaboré de manière collective au sein d'un groupe de travail. Donc, il est intéressant parce qu'il intègre les différents points de vue des acteurs, que ce soit les experts industriels, les organisations professionnelles, les organismes de prévention, un centre technique, des organismes d'inspection et le bureau de normalisation. En conclusion, je peux dire que c'était une expérience très utile pour la DGT. Cette expérience lui a permis de participer à des travaux au niveau des instances européennes ou internationales, qu'il s'agisse des travaux de révision de la directive machine ou de travaux de normalisation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle Maillard. Alors j'avais envie de vous poser une question en particulier sur le futur de la réglementation. Aujourd'hui, ce qui s'applique, c'est une directive européenne de 2006, c'est la directive machine. Et on va s'orienter vers quelque chose d'autre, qui est non plus une directive, mais un règlement. C'est différent. Vous participez aux discussions, vous actuellement, vous représentez la France dans ces discussions. C'est quoi la différence entre une directive et un règlement ? Donc, en fait, le règlement s'applique directement sans avoir besoin de le transposer dans une réglementation nationale. D'accord, donc ça a une force, je dirais, plus vite. En tout cas, ça permet une forme de standardisation, d'harmonisation au niveau européen. Ça s'applique dans tous les États. Oui, c'est ça. D'accord, de manière ok. plus harmonisée, sans différence entre les États membres. Donc, est-ce que vous participez, vous représentez la France dans ces discussions? Comment est-ce que ça se passe, ces discussions, d'abord, et quels sont les sujets actuellement? Vous en êtes où? Alors, en fait, je représente le ministère du Travail, qui est le ministère pilote sur le suivi de la réglementation, avec le ministère de l'Agriculture. Alors, où est-ce qu'on en est, là, dans des discussions? Oui, donc, en fait, là, les discussions au niveau du comité d'experts machines sont terminées.
Et on est en phase de consultation au niveau du Conseil européen et du Parlement européen. Donc, les discussions sont terminées dans le groupe, en réalité. Et là, maintenant, on est en train de discuter voilà, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à lancer des votes et ce genre de choses-là, c'est ça? En fait, non, ce ne sont pas des votes. Au niveau du Parlement, ce seront des amendements et des discussions. Et au niveau du Conseil européen, les États membres discutent entre eux sur le texte et étudient le texte article par article, en fait. Dernière question. Euh, Quand est-ce que vous imaginez que ces règlements entrera en vigueur? Je pense à la fin de l'année 2022. Fin Enfin, les 2022. discussions, oui, oui, oui. OK, Les excellent. discussions vont continuer, oui. Les discussions continueront sous présidence française. La présidence française au Conseil européen, elle commence en janvier 2022. Merci beaucoup Isabelle Maillard pour toutes ces explications.